Bonjour et bienvenue Beautiful People dans cette nouvelle chronique. La semaine dernière, nous avons parlé de l'attention et de son pouvoir dans la construction de nos vies. Être conscient de ce sur quoi nous fixons notre attention, être aux commandes de l'influence réciproque entre l'attention et notre monde intérieur et extérieur, ce serait le socle, l'étape fondamentale pour faire de nos vies des œuvres d'art. Alors, œuvre d'art, ça ne veut pas dire œuvre magnifique devant laquelle les passants se prosternent comme devant le plafond de la chapelle Sixtine. Non. Ici, pour moi, faire de sa vie une œuvre d'art, cela veut dire que chacun de nous la conduit, la construit de manière consciente, selon un plan autonome, en accord avec sa personnalité, son ambition, ses désirs et sa volonté. Il ne s'agit donc pas d'admiration, il s'agit bien plutôt de joie personnelle que je peux ressentir chaque jour en me voyant façonner mon existence. Nous avons vu aussi que notre attention était double, avec d'un côté une attention passive, qui peut se faire distraire par n'importe quel élément saillant de notre environnement, et puis de l'autre côté une attention active que nous pilotons, que nous focalisons sur tel ou tel élément extérieur, mais aussi sur tel ou tel type de pensée, angoisse ou pensée positive, ou sur telle ou telle émotion, agréable ou désagréable, autorisée ou interdite. Ces deux attentions sont en compétition permanente. Voilà encore une chose que nous avons vue la semaine dernière. Et cette compétition est déséquilibrée par le fait que l'attention active nous demande plus d'efforts et donc consomme plus d'énergie. Ce qui fait que nous aurons souvent tendance à la faire passer en second. La question suivante, que je vous avais annoncée la semaine dernière, c'est donc comment muscler notre attention active pour en faire un outil efficace au service de nos vies. Parce que c'est possible, même dans notre monde numérique, où des géants ont mis en place des stratégies extrêmement efficaces pour capter notre attention et en faire une source de revenus. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans cette nouvelle chronique. La première étape pour muscler notre attention, c'est de tracer une ligne nette, une frontière, entre ces deux attentions, l'attention passive et l'attention active. L'attention passive, c'est celle où notre cerveau scanne l'environnement pour voir ce qui dépasse, quels sont les éléments différents, surprenants, importants à chaque instant. D'un côté, tous les éléments qui pourraient avoir un impact négatif sur nos vies, par exemple un lion ou une voiture qui rugit trop près de nous, ou bien avoir un impact positif sur nos vies, un partenaire sexuel disponible ou un aliment accessible. Cette première attention, l'attention passive, est encodée en nous par l'évolution et donc elle ne nous demande pas trop d'énergie. L'attention active, en revanche, c'est celle où notre cerveau zoome sur tel ou tel élément en faisant abstraction des autres. Nous construisons des liens cognitifs entre des éléments qui parfois ne sont même pas physiquement présents. Nous choisissons ce sur quoi nous nous concentrons et nous déplions, nous analysons et donc c'est ça, nous déplions un ensemble de connexions logiques. L'attention active, consciente, c'est la clé pour notre bien-être émotionnel, pour notre créativité, pour notre joie au boulot et pour des relations personnelles positives. Mais, encore une fois, elle demande de l'énergie et nous sommes les héritiers de ceux qui étaient les plus feignants dans les cavernes. Ce que ça veut dire, c'est que si on nous offre un moyen de consommer moins de calories, nous allons le prendre avec bonheur. Par exemple, nous allons nous coller les yeux sur notre téléphone pour checker un email, envoyer un ou deux messages, voir les dernières infos et puis partir dans une boucle infinie sur les réseaux sociaux. Le scrolling sans fin sur les téléphones, c'est en fait un moyen de flotter dans un entre-deux entre de l'attention passive et de l'attention active. Nous avons l'impression que ça nous détend, que ça nous repose le cerveau après une longue journée de boulot, et en réalité, ça ne nous repose pas du tout. Il y a des centaines de recherches sur les effets des médias sociaux, et en particulier de ces fameuses boucles de scrolling. Se plonger dedans, c'est partir dans une autre forme de boucle infinie. J'en ai fait l'expérience pour préparer cette chronique. Et je vous garantis, ça n'est pas une boucle joyeuse.
Après 1 heure à lire ce genre d'études sur les effets des médias numériques dans nos vies, je suis sorti assez déprimé. Pourquoi ? Parce que les scientifiques décrivent des états de dissociation, des pertes de contrôle de la pensée, de perte de la notion du temps, une fatigue accrue, des humeurs négatives et une baisse d'estime de soi. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Le plus efficace, c'est encore d'écouter ceux qui sont à l'origine de ces mécanismes à l'intérieur des grands groupes Internet et qui donnent de manière assez brute, voire brutale, le mode d'emploi. Prenons par exemple le cas de Sean Parker, cofondateur de Napster, l'ancêtre de Spotify, ancien président de Facebook, et dont Mark Zuckerberg dit qu'il a été essentiel pour faire d'un projet de collège une vraie société. Après avoir construit sa fortune grâce à Facebook, entre autres, Sean Parker est devenu l'un des grands contempteurs de ces médias et un de leurs plus grands critiques. En 2017, dans une interview pour le média en ligne Axios, il expliquait « Le processus de réflexion qui a présidé à la création de ces applications, Facebook étant la première d'entre elles, tournait entièrement autour de la question suivante. Comment pouvons-nous accaparer autant que possible votre temps et votre attention consciente ? Cela signifie que nous devons vous donner une petite dose de dopamine de temps en temps parce que quelqu'un a aimé ou commenté une photo, une publication ou autre chose. Cela vous incitera à publier davantage de contenu, ce qui vous permettra d'obtenir davantage de mentions. C'est une boucle de rétroaction de validation sociale, exactement le genre de choses qu'un hacker comme moi aurait pu imaginer, car cela exploite une vulnérabilité de la psychologie humaine. Les inventeurs, les créateurs, c'est moi, c'est Mark Zuckerberg, c'est Kevin Systrom sur Instagram, c'est toutes ces personnes l'ont compris consciemment et nous l'avons fait quand même. Ils parlent bien d'accaparer notre attention consciente. Alors c'est plus chic que le fameux temps de cerveau disponible, mais enfin au fond c'est la même chose. Si ce n'est que les réseaux sociaux sont beaucoup plus efficaces que la télé. Une preuve parmi d'autres, de plus en plus de gens regardent leur téléphone pendant qu'ils sont devant la télé. Les chercheurs se concentrent aujourd'hui sur la question de l'attention consciente sur les réseaux qui permettrait de sortir plus vite et en meilleur état de la boucle. Pourquoi pas ? Perso, j'ai de sérieux doutes sur notre capacité à garder un état réflexif, conscient, éclairé, quand nous sommes face aux écrans proposés par des gens aussi compétents que Sean Parker. Donc, j'ai lu le bouquin Digital Minimalism de Cal Newport, qui donne des outils concrets et facilement applicables pour continuer à utiliser ces outils, mais continuer à les utiliser comme des outils. Ce bouquin, comme souvent les bouquins de Cal Newport, est bourré de bon sens, bourré de conseils pratiques. Voici ce que j'ai décidé de faire pour préserver ma capacité d'attention après avoir lu ce bouquin. Vous me direz si ça vous donne des idées. Première chose, je ne m'occupe que d'un seul réseau social, LinkedIn. Instagram et Facebook sont gérés par ma charmeuse, qui le fait déjà pour son métier de graphiste et d'illustratrice. Mais je me suis rendu compte que j'étais capable de devenir addict à LinkedIn, ce qui est fascinant quand on pense au peu d'intérêt de ce réseau comparé aux shorts de YouTube qui sont beaucoup plus attractifs pour moi. Mais si, je vous assure, je me suis rendu compte que j'étais capable de perdre du temps et beaucoup de temps sur LinkedIn. Bon, que ceux qui n'ont jamais fauté me jettent la première pierre. Donc, pour limiter l'addiction, j'ai coupé les ponts avec un des dealers. En l'occurrence, j'ai désinstallé l'appli LinkedIn sur mon téléphone. Désormais, si je veux y aller, je dois passer par le site web, sur le mobile, bof, ou sur l'ordi, c'est moins immédiat, ça me demande des manips en plus. Et LinkedIn a beau me relancer tous les jours sur le fait que, tu sais Aurélien, c'est quand même vachement mieux sur l'appli, merci, mais non merci. Autre dealer de drogue, dans mon cas, les sites d'infos. Donc, j'ai annulé mon abonnement à El País, le grand quotidien espagnol, j'ai supprimé l'appli et j'ai enregistré toutes les adresses de sites d'infos dans le répertoire des sites pour adultes de mon téléphone. Et dans la foulée,
j'ai activé les restrictions. C'est comme ça que ça s'appelle sur Apple. J'imagine que sur d'autres plateformes, ça s'appelle le contrôle parental, des choses dans ce genre. S'il y a une urgence, je serai toujours au courant, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Et à ce moment-là, je peux suspendre ces restrictions. Mais comme ça prend plusieurs manips, j'ai le temps de me freiner en me demandant « Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment urgent ?» Troisième dealer de drogue, les groupes sur WhatsApp. Je les ai mis en silencieux, voire en archivé. Comme ça, j'y vais une fois par jour, je profite des messages en décalé, sans avoir cette espèce d'urgence de répondre tout de suite et de me lancer dans une conversation sans fin, et surtout sans être sonné en permanence. Rebelote, s'il y a une urgence, quelqu'un me contactera en direct. De manière générale, j'ai supprimé toutes les notifications et je mets de plus en plus mon téléphone en silencieux. J'avais décidé de reporter une montre pour ne pas avoir à regarder mon téléphone pour avoir l'heure, mais il n'y a rien à faire, je n'aime pas du tout avoir quelque chose au poignet. Donc, il va falloir que je trouve une autre solution. Peut-être une montre plus légère que la Garmin que j'avais. En tout cas, si je remets une montre, je désactiverai bien sûr toutes les notifications du téléphone sur cette montre dite intelligente. C'est vraiment comme de se coller de la drogue en goutte à goutte et en intraveineuse au poignet en continu. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai parlé plusieurs fois de drogue, d'addiction, de dealer. Ça n'est pas du tout un hasard. J'ai lu une étude parue en 2010 dans The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, dirigée par un monsieur qui s'appelle John Grant. Et dans cette étude, on peut lire « De plus en plus de preuves suggèrent que les addictions comportementales ressemblent aux addictions aux substances dans de nombreux domaines, notamment l'histoire naturelle, la phénoménologie, la tolérance, la comorbidité, la contribution génétique chevauchante, les mécanismes neurobiologiques et la réponse au traitement. » Et parmi ces addictions comportementales de plus en plus étudiées par les psychologues, il y a le sport, le jeu, le porno, le sexe, le shopping, les jeux vidéo, le travail et l'Internet. Alors bien sûr, nous ne sommes pas tous au même point concernant ces addictions, mais c'est intéressant de savoir comment des psys caractérisent certains de ces comportements. Bon, on en est où ? Nous avons identifié un puissant affaiblisseur de notre attention, les médias numériques. Puissant parce qu'ils visent directement notre attention active, celle qui nous permet de façonner nos mondes intérieurs et extérieurs. 2. Je vous ai proposé une série de techniques que j'ai testées pour arriver à maintenir sous contrôle cette relation nécessaire et qui peut devenir très rapidement toxique. Une fois que nous en sommes là, il peut être utile de mettre en place des tranches de détente de notre attention. Des moments où nous jouons avec notre attention passive et notre attention active gratuitement. Par exemple, j'ai commencé à faire une chose dans les transports en commun ou sur un banc public ou à la terrasse d'un café. Je ferme mon téléphone et mon bouquin et je laisse mon attention flotter sur l'environnement. Puis, je la fixe sur une ou des personnes et je les détaille. Silhouette, vêtements, traits caractéristiques, etc. Puis je reviens sur moi et je me décris mentalement comme si je me regardais de l'extérieur. Même chose, silhouette, vêtements, traits caractéristiques. Parfois aussi, je tente de passer d'une attention à l'occidentale, une attention qui décompose une image en un ensemble de détails saillants, à une attention plus orientale qui consiste à voir l'image dans sa totalité, à la décrire dans son ensemble. Je peux aussi faire cet exercice en étant attentif au comportement et en essayant de visualiser des états intérieurs, que ce soit chez les autres, soit des gens, soit un oiseau ou le chat du bar, ou bien les états intérieurs en me focalisant chez moi. Encore une fois, tous ces jeux sont gratuits, sans contrainte. On n'est pas dans ce film que je viens de revoir suite à la mort de Robert Redford, le film Spy Game, où il entraîne le jeu de Brad Pitt qui démarre sa carrière à la CIA. Le but ici, c'est vraiment d'assouplir notre attention, qui est souvent restée trop longtemps crispée, pliée, comme notre nuque lorsque nous sommes fixés sur nos écrans. Une fois qu'on a fait cette phase de détente, l'étape suivante, ce que j'ai testé, c'est de fixer mon attention sur une activité concrète. Alors, l'activité la plus connue,
c'est la méditation classique qui se focalise sur la respiration. Je ne vais pas vous en parler en détail. Il y a des myriades de bouquins, de cours, de sites, d'applis qui aident à rentrer, à pratiquer ce genre de méditation. Et puis je ne vais aussi pas trop vous en parler, parce que malgré plusieurs tentatives, en ce qui me concerne, j'y suis jamais vraiment arrivé. J'ai fait un stage de zen, j'ai fait un stage de méditation pendant une journée, j'ai utilisé avec application, c'est le cas de le dire, le logiciel Petit Bambou. Bref, j'ai jamais vraiment croché dedans. Mais je connais beaucoup de gens qui ont testé et qui ont noté des changements assez immédiats et assez forts. Donc, je vous recommande vivement de faire le test, au moins pendant un mois. Pour cela, encore une fois, Petit Bambou ou d'autres plateformes sont très utiles parce qu'elles proposent justement des parcours très bien construits qui tiennent en compte votre niveau de pratique et qui permettent de rentrer progressivement dans cette discipline. En ce qui me concerne, j'ai commencé à tester autre chose, un autre genre de méditation plus active. C'est-à-dire que je me mets à faire quelque chose où je me concentre exclusivement sur ce que je suis en train de faire. Le plus simple, pour moi, encore une fois, c'est la méditation en marchant. Je marche en fixant mon attention sur mes pas et sur mes 5 sens. C'est relativement difficile dans les grandes villes, j'en conviens, parce qu'il faut faire attention aux voitures, aux vélos, aux passants, et parce qu'il y a beaucoup de bruit et de lumière éclatants. Mais même en ville, on peut toujours trouver un jardin, un quai près d'un fleuve. Laissez votre téléphone chez vous, au bureau, ou bien mettez-le en mode avion, ou bien mettez-le en mode travail, qui sur Apple peut être configuré sur 1 heure de tranquillité absolue, avec la possibilité de laisser passer les appels d'une ou de 2 personnes importantes. Dans mes collines, je peux parfois partir pendant 2h30, faire 12 km de piste et ne rencontrer personne. Je sais, je suis un fainéant. Et en rentrant, je vous garantis, même mes chiens sont plus calmes. Pendant que je préparais cette chronique, j'ai testé des activités impliquant encore d'une autre manière mon corps. Par exemple, j'ai tenté de faire du pain. Alors, le résultat a été un échec complet, mais ça m'a coûté uniquement 300 grammes de farine et j'ai gagné un moment de plaisir intense dans la concentration sur les gestes que j'étais en train de faire. Sur les gestes, mais aussi sur les textures différentes, les odeurs différentes, les goûts très différents que ceux que je connais normalement concernant le pain. Bref, j'ai aussi rangé mon bois pour l'hiver. Mais cette fois, je l'ai fait sans écouter un livre comme je le fais d'ordinaire. Et puis, j'ai aussi testé de regarder en silence mon mécanicien faire la vidange et les filtres de ma voiture. Comme c'est un de mes rêves et que je passe un temps considérable sur YouTube, j'ai été cette fois particulièrement attentif parce que c'était en live. Je n'ai pas vu le temps passer et je suis sorti très joyeux. L'idée de ces activités physiques pour concentrer son attention m'est venue grâce à la lecture de ce livre, Shop Class as Soulcraft, An Inquiry into the Value of Work. Son auteur, Matthew Crawford, est diplômé de physique et de philosophie politique. Et il était promis à une carrière intellectuelle brillante. Il est devenu même directeur exécutif d'un think tank prestigieux, le George C. Marshall Institute. Et puis, il a décidé de quitter ce job, parce qu'il a constaté que le but, en fait, c'était de confirmer les positions des bailleurs de fonds plutôt que de faire de la recherche indépendante. Et aussi parce qu'il avait envie de faire autre chose, c'est-à-dire se consacrer à la réparation de motos anciennes. Ce livre, qui a été traduit en français sous le titre « L'éloge du carburateur », est génial. Je vous conseille vivement de le lire. Parce que c'est ce que j'ai trouvé de plus intelligent, de plus concret, de plus drôle, sur la nécessité absolue de garder et d'entretenir un lien avec la réalité sensible, avec le monde physique, à travers le contact de nos mains. Matthew Crawford souligne que ces activités manuelles impliquent une forme d'attention radicalement différente, avec un lien beaucoup plus clair entre penser et faire, avec une expérience qui s'ancre dans le corps, dans des gestes répétés des centaines de fois, et une attention qui se construit sur ces gestes, ratés, moult fois, puis un peu moins ratés, et puis quasiment réussis, et puis perfectionnés. Crawford veut réhabiliter le travail manuel
où l'attention est nécessaire sous peine d'erreurs immédiatement visibles et qui ensuite donne des satisfactions concrètes, tangibles, irrévocables. La voiture démarre ou ne démarre pas, la fuite d'eau est réparée, le pain est bon et croustillant, le mur est droit et solide. C'est ce que Crawford appelle un champ de vision à taille humaine, ce qui protège aussi des ambitions démesurées, irréalistes et construit une confiance en soi ancrée dans le réel. Lisez ce livre et vous vous mettrez probablement à faire ou à refaire quelque chose de vos mains. Et puis, j'ai pratiqué une dernière forme d'entraînement de mon attention, la lecture papier. La bonne vieille lecture papier, qui nous demande un effort d'attention pour rester sur des pages que nous tournons beaucoup plus lentement que les pages sur écran que nous scrollons à la vitesse de l'éclair. Alors, j'ai toujours lu, bien sûr, mais depuis le Covid, je lis beaucoup. Sur iPad, pour certains livres pour mon job, mais très majoritairement sur papier, et je le fais consciemment, stratégiquement. Le premier degré, c'est le roman qu'on qualifiait quand j'étais petit de roman de gare. La qualité principale de ces romans, c'est de capter facilement notre attention avec une histoire facile à suivre, captivante. Roman policier ou d'espionnage, roman style Guillaume Musso. Et puis le deuxième degré, c'est le texte littéraire ou scientifique un peu plus dense, qui nous demande un effort un peu plus grand. Et enfin, de temps en temps, pendant une durée forcément plus limitée, je lis de la poésie. Testez la poésie, même pour 1 ou 2 pages attentives, et redécouvrez la puissance d'une attention qui voit le monde autrement et nous embarque dans des images inconnues. Lisez, par exemple, Philippe Jacotet. Lisez Yves Bonnefoy, des poètes français contemporains, et vous aurez une autre forme d'attention au monde. En résumé, notre attention est un capital que nous dépensons souvent à tort et à travers. La bonne nouvelle, c'est qu'au contraire du temps perdu, nous pouvons récupérer notre attention, en reprendre le contrôle, puis la muscler, l'enrichir et l'affiner. Oui, c'est un peu difficile au départ. Donc, surtout quand nous partons dans ce genre de scrolling, ne rejetons pas nos téléphones en nous critiquant. Ce serait totalement contre-productif. Il sera 1000 fois plus efficace de construire des habitudes nourrissantes, attirantes, autour de notre attention pour lui redonner sa fonction principale, façonner notre monde à notre goût. Dans son recueil « À la lumière d'hiver », Philippe Jacotet écrit « J'ai relevé les yeux. Derrière la fenêtre, au fond du jour, des images quand même passent. Navette ou ange de lettres, elle répare l'espace. » À la semaine prochaine.